L'astéroïde Chiron a été astronomiquement découvert en 1977. Depuis, il n'a eu de cesse de devenir célèbre dans le domaine du développement personnel. En effet, les thérapies ou approches alternatives philosophiques sont souvent reliées à un support astrologique. L'astrologie étant l'outil socratique de connaissance de soi, car elle permet de mettre des mots sur nos mots et d'identifier notre cheminement de conscience. Il est à noter que chaque découverte de planète correspond à une évolution de l'humanité. En effet, on peut dire qu'un seuil est dès lors franchi et un autre s'annonce, amenant ainsi une évolution à poursuivre sur des plans et des niveaux de conscience humains. Bonjour, je suis Françoise Lafoy et vous pouvez me retrouver sur le site www.lecielbleuastrologie.com. Chiron est apparu alors que l'époque s'ouvrait sur les possibilités individuelles de travail sur soi, de prise de conscience et d'ouverture à la psychologie personnelle. Ainsi, dans un thème de naissance, Chiron en lieu, énergie et aspect, va parler notamment de nos blessures existentielles, dites blessures d'incarnation, et sera à même de nous aider à identifier la part de nous blessée qui demande à être révélée et guérie. Cette part est existante et propre à chacun d'entre nous. Elle n'est pas sans rappeler ce que nous sommes, des êtres divins venus faire une expérience dans la matière. Une expérience susceptible de nous transformer dans un but appartenant à un plan bien supérieur, auquel notre création serait reliée énergétiquement en permanence. Je suis heureuse de vous retrouver pour ces audios et de vous présenter ici l'introduction à la thématique universelle de Chiron, que l'on nomme le guérisseur blessé. Je vous propose aussi par la suite une série pour chacun d'entre vous selon les dates de naissance, avec toutes les positions de Chiron dans les signes et maisons. Alors commençons, si vous le voulez bien, par la mythologie. Dans la mythologie, Chiron est un centaure, c'est-à-dire une créature au corps de cheval et au buste d'homme. C'est le fils de Cronos, de Saturne, et de Philéra, une nymphe que Cronos cherchait à séduire. Pour lui échapper, cette nymphe s'était transformée en cheval, et pour la petite histoire, Cronos l'ayant rattrapé, on dit que, de peur d'être surpris par Rhéa, l'épouse de Cronos, ils se sont aussitôt transformés en étalons et en juments. De leur union naquit Chiron, un être immortel comme son père, qui pourtant ignora totalement jusqu'à son existence, secrète. Car sa mère ne put lui dire. Mais dès sa naissance, il fut rejeté par celle-ci, car elle fut horrifiée d'avoir donné naissance à un monstre, celui qui allait plus tard servir à monstrer à chacun d'entre nous. Elle demanda à Zeus d'être cachée, et celui-ci la transforma en tilleul. De tous les centaures, Chiron, cependant, est le seul à avoir évolué. En effet, il a son côté animal comme les autres, mais il a développé son côté humain et surtout son côté spirituel. Son thème natal révèle un ascendant sagittaire. Ce par quoi on peut comprendre qu'il a d'ailleurs pu prendre en compte sa part divine. Puis, une mémoire personnelle de descendant Gémeaux l'a amené à transformer des séquences reliées aux mensonges, notamment autour de sa conception adultérine, ou à une immaturité promise, pour aller vers plus de croissance, d'expansion sociale, propre au Sagittaire, et à la reconnaissance par le plus grand nombre. Le mythe nous montre comment il se libère et l'apparence inconciliable de sa nature animale, humaine et spirituelle. Ainsi, c'est à travers ce défi que dans nos thèmes, Chiron nous indique le chemin à parcourir pour la reconnaissance de notre blessure profonde, de notre part instinctuelle, animale, avec laquelle nous souffrons encore. Nous souffrons d'ailleurs tellement à cet endroit que nous voulons bien admettre que nous devons nous en remettre à plus grand que nous. Et pourquoi pas initier un chemin divin pour rencontrer notre part supérieure et nous individuer. Par les lois cosmiques et terrestres qui nous gouvernent, n'importe quel natif parmi nous sera confronté à la prise de conscience progressive de celle-ci. Même s'il y a bien d'autres facteurs interdépendants à analyser autour de Chiron dans un thème, je vous l'accorde.
Alors, toujours selon le mythe, Chiron, qui est toujours le fils illégitime de Cronos, devra recouvrer sa nature profonde pour accepter sa place humaine. En d'autres termes, il va montrer à l'individu qu'il a une part extériorisée, solarisée, mais aussi une part intérieure de noirceur, d'ombre. En effet, avant la conception, l'âme va venir explorer vibratoirement, énergétiquement le monde visible, pendant quelques mois avant la conception, pour repérer le couple de parents idéal qui lui permettra de s'incarner selon son propre programme vibratoire d'évolution, selon le programme de son continuum de conscience. Participant à ce processus d'incarnation, Chiron est celui qui ouvre la porte entre les deux mondes et permet au futur petit bébé de descendre dans l'espace spatio-temporel de la matière, au moment même de la cristallisation de l'âme dans la matrice, au moment de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Ainsi, l'âme va s'incarner en passant par les espaces régis par les différentes couches d'énergie. Les énergies des planètes du septénaire, que l'on appelle Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure. Chiron, lui, se situe juste entre Saturne et Uranus. Il est là, en fait, pour nous empêcher de remonter, pour nous impulser le fait de descendre dans la matière. Il reste derrière nous pour que nous puissions donc vraiment aller dans les couches de l'incarnation. Bien sûr, vous me direz, il y a eu des fausses couches, il y a des enfants morts-nés, et ces rares cas contraires sont ceux des âmes qui, au début de l'incarnation, peuvent remonter pendant les 3 premiers mois. Et cela, bien sûr, correspond à une autre destinée dans l'histoire familiale. Et puis, il y a aussi tout autour de nous, sur Terre, nous le voyons, des gens qui flottent, tant ils ne sont pas suffisamment incarnés, et d'autres qui le sont trop et qui ne pensent qu'à la matière. Effectivement, ils sont bloqués dans l'une ou l'autre des énergies. Alors Chiron, lui, s'est réellement incarné et il a fait tout le chemin de l'involution et de l'évolution, contrairement à son frère Zeus, Jupiter, qui lui est Dieu et vit uniquement dans le monde archétypal de la pensée organisatrice. Chiron va venir par le nord, en fait par l'endroit où il n'y a pas de lumière. Son père ne peut le reconnaître puisqu'il n'a pas connaissance de son existence. Sinon, cela voudrait dire aussi à sa femme qu'il avoue qu'il l'a trompé, et dans le monde des archétypes, ce n'est pas conçu comme cela. Dans le mythe, en effet, Chiron, après avoir été rejeté par sa mère, fut recueilli par Apollon et Diane, autrement dit Artémis, sa jumelle, qui lui ont enseigné tout leur savoir et toutes leurs connaissances, notamment en médecine, en prophétie, en musique, en astrologie, en tir à l'arc, en poésie, dans le domaine de la chasse, de la connaissance des animaux, de la botanique, de la nature, de l'art de faire des remèdes, etc., etc. Chiron s'est vraiment épanoui auprès de ce couple de parents adoptifs, et grâce à la nature. Et plus tard, il devint un enseignant qui, à son tour, put donner la connaissance à de nombreux élèves tels que Hercule, Achille, Jason, Esculape, Castor et Pollux. Selon Homère, il était le roi le plus juste des centaures. Il vivait avec son épouse Chariclo dans une grotte du mont Pélium en Thessalie. Et tout allait bien jusqu'au jour où, invité à un banquet, des centaures brutaux et violents furent attirés par l'odeur du vin et firent irruption. Une bagarre s'ensuivit. Hercule, qui assistait, versus Héraclès, tira par accident une flèche empoisonnée pour abattre l'un des centaures, mais c'est Chiron qui reçut cette flèche dans le genou ou la cheville. La flèche était empoisonnée parce qu'il avait combattu juste auparavant, dans son cheminement des 12 travaux d'Hercule, il avait combattu l'hydre de Lerne. Chiron reçut cette flèche empoisonnée et s'aperçut qu'aucun remède ne pouvait le guérir ni l'apaiser. Il était condamné à souffrir pour l'éternité. La suite de son histoire nous amène à rencontrer Prométhée, le grand Prométhée, celui qui avait joué un mauvais tour aux dieux en voulant donner le pouvoir de la connaissance aux humains, le feu sacré. Zeus, qui s'était senti humilié par cette prérogative, l'avait fait attacher sur un rocher où chaque jour un aigle venait lui dévorer le foie. Le supplice dura puisque son foie se reconstituait la nuit durant.
Ainsi, lorsque Chiron s'adressa aux dieux pour trouver un apaisement, pour trouver en fait la fin de sa souffrance, la fin, in fine, la mort, à son propre supplice, les dieux la lui accordèrent, à condition qu'il léguait son immortalité à Prométhée et devint mortel. Chiron se libère de sa souffrance ainsi en se réconciliant avec sa nature mortelle, en l'acceptant. Il fit don de son immortalité, et c'est une marque de reconnaissance de la lucidité mentale et de la conscience. En d'autres termes, par l'allégorie de sa mort, Chiron apparaît comme le guérisseur incapable de se guérir lui-même, si ce n'est par l'acceptation de sa propre limite, de sa propre mort. Dans son livre sur Chiron, Zenbestein dit que le terme le plus représentatif pour parler des aptitudes de Chiron est en fait maverick, un mot difficilement traduisible en français, puisque c'est le nom en fait d'un pionnier éleveur américain qui, contrairement aux autres éleveurs, ne marquait pas son bétail au fer rouge. Maverick est celui qui a l'aptitude intrinsèque très particulière d'avoir un fonctionnement totalement différent et singulier, mais qui a la capacité d'obtenir le même résultat que les autres. Il n'est ni dans la soumission de Saturne, ni dans la révolte d'Uranus. Il se situe bien au-delà. Si l'on veut regarder ce que symbolise maintenant le glyphe de Chiron, son symbole, on peut voir qu'il y a une barre verticale qui symbolise l'aplomb, celle de la destinée qui descend dans la matière, qui est là pour nous dire « garde le nord si tu ne veux pas perdre la tête ». Ou alors « tout ce qui brille n'est pas d'or ». Abandonne la fausse lumière du sud qui te fait mal et t'aveugle, car un natif trop brillant n'est jamais dans la lumière. Cette verticale, c'est le chemin vers l'incarnation. C'est la grande descente dans le palais de la mémoire, car pour aller au zénith, il faut d'abord passer par l'encodage de la crypte intérieure au fond de nous. Au plus profond de nous subsiste la fameuse lampe rouge, la présence de Dieu, qui a été vue dans toutes les traditions, dans toutes les philosophies. Ensuite, sur ce glyphe figure un demi-carré, plaqué sur la barre verticale, orienté vers la droite, symbolisant l'effort à faire pour se tourner vers l'avenir, et en même temps la difficulté. Le rond tout en bas symbolise l'unité retrouvée, ainsi que l'universalité. Ainsi, comme l'indique son glyphe, il y a un effort à faire pour se tourner vers l'avenir. L'ensemble désigne une clé, qui indique une porte à fermer et une porte à ouvrir. Et là où il se trouve dans nos thèmes, il vient indiquer les schémas répétitifs qui peuvent nous entraîner malgré nous dans des schémas de colère, d'attachement, de jalousie, de problématiques de communication, d'agressivité, d'ignorance, et aussi des problématiques de fratrie. C'est pourquoi Chiron est associé vraiment à notre blessure d'incarnation. Il nous amène au cœur du problème pour que nous puissions en prendre conscience. Au départ, il est dit bien sûr que la souffrance de Chiron est de devoir supporter la part animale et la part divine en même temps. Car notre esprit fonctionne au niveau de la conscience et l'animal au niveau de l'instinct, et la réunion de ces deux pans n'est pas facile à faire, car ce ne sont pas les mêmes plans. La lumière à apporter ici est celle de l'amour christique, de la compassion, de l'amour de soi. L'autre lumière, celle de l'ego, est plutôt luciférienne. C'est celle qui propose à l'individu de briller dans l'ego et d'ignorer sa blessure. Et cela, nous ne la connaissons que trop autour de nous. Ainsi, grâce au travail que l'on peut faire avec cet effort d'aller voir dans la crypte intérieure, la douleur, la souffrance se transforme quand on ose la regarder. Le monstre de notre nature instinctive animale est là pour se montrer, pour être vu. Chiron va donc sacrifier sa part divine. Il va renoncer au ciel pour s'incarner au plus profond de la matière. C'est ainsi que nous pouvons découvrir notre processus d'auto-guérison, notre chaman intérieur, notre guide, Chiron, et notre enseignant spirituel.
c'est notre mentor. Voilà, j'ai terminé cette présentation de Chiron en souhaitant qu'elle vous ait apporté des éclairages. Elle vient en préambule d'une série d'audios qui vont suivre et qui vont parler de votre propre Chiron à chacun d'entre vous, selon les dates des éphémérides qui correspondront donc à vos dates de naissance, bien évidemment. Ces informations reçues, je vous invite à me contacter pour une étude plus approfondie de votre Chiron, en lien avec tous les autres aspects énergétiques de votre thème. Vous pouvez pour cela cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Moi, je vous remercie pour votre écoute et si vous avez apprécié, je vous invite à cliquer sur le pouce j'aime. Je vous remercie aussi pour tous vos dons, à participer au Ciel Bleu et vous transmets, chers auditeurs du Ciel Bleu Astrologie, le meilleur de nos étoiles. Et vous dis à très bientôt.